Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous et bonne année. Vous n'avez pas pu le rater, les États-Unis d'Amérique sont intervenus ce week-end au Venezuela pour destituer Nicolás Maduro. Ne s'embarrassant guère des obligations imposées par le droit international, Donald Trump a annoncé, une fois l'enlèvement achevé, que son pays en assurerait le contrôle jusqu'à nouvel ordre. Cette chronique ne vise pas ici à revenir sur les enjeux géopolitiques embarqués par l'événement, mais s'appuie sur un soupçon que l'on a pu voir émerger dans le sillage du traitement médiatique de l'intervention. Pour certains, si les USA s'engagent dans cette ingérence intracontinentale, la motivation ne se trouverait pas du côté d'une volonté farouche de permettre à tous les peuples de goûter aux joies de la démocratie, mais s'expliquerait plutôt par les perspectives d'exploitation des réserves pétrolières vénézuéliennes. Nous ne sommes ici pas en mesure de confirmer ou non ces supputations, mais le seul fait que certains discours médiatiques assument que la spoliation des ressources énergétiques d'un pays puisse constituer un motif plausible d'intervention militaire constitue une information en soi. Et la probabilité de cette information, justifiant sa circulation médiatique, est particulièrement vigoureuse en raison des liens historiques entre pouvoir politique, colonisation, captation et exploitation des ressources énergétiques. Alors cette actualité est une excuse pour que nous questionnions ensemble les liens entre énergie, transition et enjeux géopolitiques internationaux dans une perspective décoloniale. Et ce projet va nous occuper pour plusieurs épisodes. Pour aujourd'hui, nous inaugurons ce cycle par le cas du Sahara occidental. Pour commencer, une présentation s'impose. Le Sahara occidental est situé au sud du Maroc et à l'ouest de l'Algérie et de la Mauritanie. Il est considéré par les Nations Unies comme un territoire non autonome et de nombreux protagonistes s'y sont croisés et s'en disputent encore aujourd'hui la souveraineté. Jusqu'en 1975, le territoire était une colonie espagnole, avant de faire l'objet d'une transaction au profit de la Mauritanie et du Maroc. L'accord d'alors était conclu comme suit. En échange de la propriété de ces deux pays sur la zone, l'Espagne conserverait une part de gâteau. Le gâteau désignant ici les ressources offertes par cette terre. Le pays continua ainsi jusqu'en 1996 à toucher une partie des profits tirés des mines de phosphate sahraouis en maintenant sa présence au conseil d'administration de la compagnie minière chargée de leur exploitation. On pourrait se dire que tout le monde s'en tire à bon compte dans cette affaire. Mais voilà, une partie des Sahraouis réfute, avant même que l'accord soit signé, l'allégation du Maroc certifiant que leur territoire appartenait au royaume avant que les Espagnols ne s'en mêlent. Un mouvement indépendantiste se structure ainsi dès 1973 par la fondation du Front Polisario qui brigue l'émancipation face au contrôle espagnol et s'engage dès 1975 dans une guérilla contre la Mauritanie et le Maroc. En 1988, avec le concours des Nations Unies, un accord de cessez-le-feu est finalement conclu. Si la guerre ouverte a bien pris fin, l'exploitation des ressources sahraouies par des puissances frontalières s'est poursuivie. En 2002, l'ONU a attesté ainsi juridiquement de l'illégalité de l'extraction de phosphate, de sable et de pétrole du sol du Sahara, notamment par le Maroc. Pour autant, le territoire continue d'être considéré comme non autonome par la communauté internationale. Et c'est dans ce climat de conflit dormant mais non résolu que la guerre a repris dès 2020, occasionnant de surcroît des tensions entre l'Espagne et le Maroc jusqu'à ce que Madrid soutienne finalement le plan d'autonomie du territoire décidé par le Royaume. Le cœur du conflit réside en effet toujours dans les modalités de définition du statut juridique du Sahara occidental. Le Maroc souhaitant négocier l'autonomie de la zone sans céder de sa souveraineté sur cette dernière, et le Front Polisario plaidant pour un référendum d'autodétermination. Et l'un des fusibles ayant ravivé l'urgence de la question du statut et de la souveraineté et embrasé les hostilités est celui de l'énergie. En effet, le Sahara occidental attire de nombreuses puissances en raison de ses ressources, comme nous l'avons dit. Par-dessus le marché, la nécessité de transformer durablement les systèmes énergétiques des pays frontaliers participe à renforcer la spoliation du sol sahraoui en y installant des infrastructures visant à produire massivement de l'énergie renouvelable. Dès lors, le Sahara occidental s'attire toutes les convoitises en raison de ses qualités géographiques et est mis au service d'un objectif consacré, la transition énergétique. Cette pression politique, exercée pour et par le biais des ressources énergétiques, peut être résumée par le concept d'énergopouvoir. L'énergopouvoir est défini par Dominique Boyer comme l'étude des stratégies politiques visant à exercer un pouvoir en capitalisant notamment sur les enjeux propres aux structures énergétiques, assurant le fonctionnement d'une société donnée. Dans ce cadre, l'énergie est mobilisée pour légitimer des décisions politiques, renforcer la compétition entre les nations et maintenir les dépendances des populations jusqu'à les priver de leur capacité d'action,
en tout cas dans le champ de l'énergie, puisque caractérisé d'une forte opacité. J'entends que l'explication soit un peu nébuleuse, alors j'ai prévu un cas concret. Ce concept a notamment été appliqué par les chercheurs Johanna Allan, Mahmoud Lemadel et Hamza Lakal pour comprendre la situation du Sahara occidental. Leurs travaux permettent ainsi d'en illustrer la portée heuristique. En effet, le statut du Sahara occidental est donc, comme nous l'avons dit, non clairement défini. Le Maroc en réclame la souveraineté, mais les mouvements indépendantistes cherchent à résister. Là se trouve le nœud politique au service duquel l'énergie peut être mobilisée, afin de forcer et surtout de justifier son coulissement dans un sens ou dans l'autre. En d'autres termes, exercer une stratégie d'énergopouvoir, c'est se servir de l'enjeu énergétique comme argument politique pour tenter de clarifier à son avantage une situation a priori bien difficilement solvable. Des exemples très concrets mettent ainsi en lumière les logiques d'énergopouvoir qui traversent la question du Sahara occidental. Dans le cadre de sa transition énergétique, le Maroc développe des projets de centrales solaires et des parcs éoliens sur les terres du Sahara occidental sans consulter les populations sahraouies. Phénomène que Hamza Hamouchen qualifie en 2023 de colonialisme vert. Surtout, cette énergie produite dans le Sahara occidental rendrait paradoxalement le Maroc dépendant énergétiquement à cette terre pour réussir sa transition énergétique et, dans le cas d'une commercialisation internationale de l'énergie produite de la sorte d'autres pays aussi. Et c'est ici que l'énergie démontre toute sa force. La souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental gagnerait d'office en légitimité si de nombreuses nations ont besoin de cette énergie renouvelable pour laquelle justement le pays a débloqué d'importants investissements. Or, nous ne sommes pas sans savoir que nous faisons mondialement face à une grave crise environnementale et que la transition de nos systèmes énergétiques est l'un des leviers majeurs pour parvenir à relever cet immense défi. Dès lors, tout projet permettant la mise en œuvre de la transition énergétique peut bénéficier d'une image positive. Ainsi, l'énergie n'est pas nécessairement la raison justifiant les velléités politiques d'une nation sur un territoire donné, mais peut servir d'argument pour conforter une posture. In fine, nous ne démêlerons pas à l'occasion de cette chronique la situation du Sahara occidental, mais nous avons là un premier exemple concret de l'implication de l'énergie dans les relations internationales, qu'elles soient conflictuelles ou diplomatiques. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.